Au moins, il n'y a pas à dire, chez Trump, il y a de l'ambiance, hein. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Réfractaire. Aujourd'hui, on va parler de l'investiture de Trump, de la suite du cessez-le-feu à Gaza et d'une belle charité engagée comme on voudrait en voir plus souvent. Hier, les partisans de Donald Trump se sont réunis dans le Capital One Arena où le président états-unien a tenu son dernier discours avant son investiture qui aura lieu aujourd'hui à 18h. Trump a déjà annoncé une série de décrets qu'il prendrait dès son arrivée au pouvoir sur la politique migratoire, sur la levée des restrictions sur les forages pétroliers et gaziers ou encore sur l'administration publique. Il a déclaré vouloir chasser le wokisme de l'armée et ramener encore un peu plus de patriotisme dans les écoles. Mais le fond de l'affaire, ça reste la lutte contre l'inflation, un véritable défi pour l'administration Trump. Une des causes majeures de l'inflation, c'est les marges des grands groupes capitalistes qui ont augmenté ces dernières années, leur assurant des bénéfices records et des dividendes à n'en plus finir. Un vol qui permet de pousser vers le haut le marché actionnarial dans lequel investissent les riches états-uniens. Et c'est notamment grâce à ce capital financier que ces riches arrivent à s'enrichir encore plus dans la situation. Tout le jeu d'équilibriste de Donald Trump va être de continuer à faire en sorte que ce système favorise les riches tout en continuant à baisser certains prix auprès de son électorat populaire. Ce qui nous amène à une autre affaire états-unienne, celle de la fermeture de TikTok. Longtemps débattue, le Sénat a finalement validé l'interdiction de l'application chinoise avant que Trump pousse à sa réouverture. Cette coupure de quelques heures permet au nouveau président de pouvoir négocier avec ByteDance, qui est l'entreprise mère de TikTok, pour une éventuelle vente de la branche états-unienne à des capitalistes nationaux tels Elon Musk. La guerre commerciale entre l'économie états-unienne et chinoise se renforce et dans ce jeu-là, il faut mettre à bas tous les jeux d'influence et TikTok en fait partie. Que Musk rachète ou non TikTok USA, ça apparaît clair que l'un des grands enjeux du mandat de Trump, ça va être la fusion accomplie entre l'État fédéral et la direction des réseaux sociaux, c'est-à-dire que les deux fonctionnent de pair pour défendre les mêmes intérêts et la même politique. Une fusion assez similaire à ce qu'on a déjà eu les décennies précédentes avec la presse écrite et la télévision. L'investiture de Trump a donc lieu pile poil au moment où sort cette vidéo. On peut s'attendre à une grande série de nominations à l'intérieur de l'appareil d'État qui va permettre de renforcer le pouvoir présidentiel. Et évidemment, on vous tiendra informé sur cette chaîne des différentes lois et directions que prendra l'administration Trump. Après Trump, on va maintenant passer à ce qui se passe à Gaza. On vous a parlé la semaine dernière du cessez-le-feu qui allait enfin stopper les bombes de l'armée israélienne qui tombe sur Gaza depuis 15 mois. Et ce cessez-le-feu, il est enfin rentré en vigueur dimanche à 10h15. Mais pourtant, l'armée israélienne a bombardé jusqu'au dernier moment. Et maintenant que la trêve est établie, on a des milliers de Palestiniens qui rejoignent les villes détruites au nord du pays. Ces habitants, ils rejoignent des champs de ruines sans aucune infrastructure, à tel point que l'OMS estime à 10 milliards le montant en dollars nécessaires pour remettre en place un système de santé dans la bande de Gaza. Et tout d'un coup, sur les médias, avec la trêve, là, sur les plateaux de milliardaires, le ton, il a changé. Là, maintenant, on parle de crimes injustifiables, alors qu'il y a 6 mois, c'était interdit de dire ça. Comme quoi, c'est super facile de s'indigner a posteriori, surtout quand ça sert plus à rien et qu'il n'y a plus d'enjeu politique. Mais nous, vous nous connaissez, on cherche toujours à savoir à qui profite le crime. On va pas faire du suspense, c'est surtout en faveur du nouveau gouvernement états-unien. Et pour comprendre ça, il faut bien capter la différence de politique entre Biden et Trump. En gros, la politique de Biden, c'était maintenir l'hégémonie états-unienne coûte que coûte, et ça malgré la montée en puissance de l'impérialisme chinois. Donc pour l'administration Biden, il s'agissait de garder absolument la main sur le Moyen-Orient quoi qu'il en coûte. Sauf que l'allié états-unien dans la région, c'est l'État israélien qui est dirigé par des suprémacistes va-t-en-guerre. Donc Biden, il a fait le choix de soutenir l'armée israélienne dans son génocide en livrant des armes et en le soutenant diplomatiquement. Trump, lui, il a une autre stratégie puisque face à la montée en puissance de l'État chinois, il décide plutôt de se replier autour des USA. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'il est pacifique, et ça, on en a fait une vidéo sur le canal réfractaire pour bien comprendre cette logique. En attendant, la stratégie de repli de Trump, ça fait que les États-Unis ne veulent plus assumer le bourbier du gouvernement israélien. Et quand par magie, ça lève l'immunité qui planait jusque-là autour de Netanyahou. En plus, pour les alliés de l'État israélien, ça commence à devenir compliqué à gérer l'instabilité de la région. On peut prendre par exemple l'État égyptien qui est séparé de l'armée israélienne par une zone tampon. Cette zone tampon, elle s'appelle le couloir de Philadelphie et elle se trouve au sud de la bande de Gaza. Et l'armée israélienne a très vite décidé que son objectif c'était d'occuper la zone. Sauf que l'État égyptien a tout sauf envie de se retrouver nez à nez avec les miradors de l'armée israélienne.
On a donc une fuite en avant expansionniste qui n'arrange pas tant les affaires des alliés de l'État israélien. Et oui, si vous allumez la télé, vous allez sûrement entendre un costard-cravate raconter que l'État israélien a échoué à préparer l'après. Et ça montre bien les priorités de la petite bourgeoisie médiatique française qui est plus inquiète pour les milieux des affaires, l'instabilité au Moyen-Orient, plutôt que sur les massacres qu'il y a eu pendant plus d'1 an. Et on termine par une bonne nouvelle, puisque ce lundi, c'est la fin officielle du Stream for Humanity. C'était un grand événement caritatif qui a rassemblé ce week-end de très nombreux streamers influents francophones. Il y avait des dizaines de lives en simultané où on pouvait faire des dons pour Médecins sans frontières. Et à chaque palier, les streamers organisaient des défis ou des activités ensemble pour motiver les dons. En 3 jours, l'événement monté par Amin a récolté 3,6 millions d'euros pour Médecins sans frontières dans les pays en guerre, et plus précisément le Liban, le Soudan, la République démocratique du Congo et la Palestine. Et le tout s'est terminé avec un match de foot. Bref, une très belle action de la part de nos streamers et nos streameuses. Ça a quand même plus de gueule que de voir la Brigitte sur TF1 réclamer des pièces jaunes pour les hôpitaux que son mari a détruit tout le long de son mandat. Hein. Allez, on termine là-dessus cette première actu réfractaire de la semaine qu'on a écrite avec Nico et qui a été montée par Monteur des Coloniales. Alaminia Senina, au titre c'est Betsy, et vous, si vous voulez soutenir notre initiative, vous pouvez vous abonner à cette chaîne là pour qu'on dépasse les 100 000, ce sera un peu stylé quand même. Sur ce, des bisous et à demain.